Maman célibataire de 3 enfants, connue pour être une femme battante, entrepreneur et entièrement dévouée à ses enfants, elle quitte la maison pour honorer ses engagements et tout simplement, hop, elle disparaît. Elle n'appelle pas pour prévenir qu'elle va être en retard, ne répond pas aux messages, ne rentre pas à la maison cette nuit-là, ni la nuit suivante. Quelques jours plus tard, sa voiture est retrouvée complètement incendiée dans un parking vide. À l'intérieur, la police trouve un agenda partiellement brûlé, mais avec les pages des jours proches de la disparition soigneusement arrachées, comme si quelqu'un essayait d'effacer le nom de la dernière personne qu'elle devait rencontrer. Pendant que la police essaie de comprendre ce qui s'est passé, des dizaines d'objets personnels de la femme commencent à apparaître éparpillés le long d'une autoroute. Un chèque ici, un document là-bas, une carte jetée quelques kilomètres plus loin. Presque comme si elle laissait une piste de miettes de pain. Des miettes essayant de montrer par où elle était emmenée. Mais c'est justement parmi ces objets que les enquêteurs trouvent un indice qui change complètement l'affaire. Vous allez voir. Parce que cette mère respectée que tout le monde connaissait, en tant qu'entrepreneuse et professeure de danse, cachait une vie que même sa propre famille ne connaissait pas. Et à partir du moment où ce secret a été révélé, l'enquête a été complètement bouleversée et il a fallu 10 ans pour que tout soit élucidé. Salut tout le monde, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, le true crime, théories du complot et curiosités étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne. On veut continuer à grandir, d'accord mes amis? Et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville de Grand Junction, dans l'État américain du Colorado. C'est une région entourée de montagnes, de formations rocheuses, de canyons et d'une vaste zone désertique. D'un côté, une ville paisible avec quartiers résidentiels, écoles, petits commerces et familles qui se connaissaient. De l'autre, des routes qui traversèrent des kilomètres de terre isolée. Grand Junction n'était pas une métropole gigantesque où l'on pouvait facilement se fondre dans la foule. C'était le genre d'endroit où les gens reconnaissaient leurs voisins, savaient d'où qui étaient les commerçants locaux et commentaient la vie les uns des autres. C'est pourquoi, lorsqu'une femme connue et respectée a disparu sans laisser la moindre explication, l'affaire a rapidement mobilisé toute la ville. Regardez ça. Mais avant de parler de la disparition, il faut d'abord connaître cette femme et comprendre comment sa vie en est arrivée à cette nuit de juin 2007. Paige Birkfeld avait 34 ans. Elle était née dans l'État de Géorgie, mais elle a grandi au Colorado. Depuis toute petite, Paige disait que l'une des choses qu'elle désirait le plus dans la vie était de devenir mère. Elle avait une personnalité affectueuse et aimait être entourée de sa famille. Paige a étudié les sciences infirmières à l'Université de Floride et c'est là qu'elle a rencontré et commencé à sortir avec Ron Bagler. Tous les deux s'entendaient très bien, ils avaient de l'affection l'un pour l'autre et ont fini par se marier en 1995. Mais il y avait une différence entre eux qui ne pouvait pas être ignorée. Paige voulait vraiment avoir des enfants, ce n'était pas une idée vague ni un projet remis à plus tard. Être mère faisait partie de la vie qu'elle imaginait pour elle-même. Ron, en revanche, avait clairement dit qu'il n'avait pas le même désir et qu'il ne voulait pas s'engager à avoir des enfants. Et comment trouver un compromis dans cette situation, n'est-ce pas mes amis? Il n'existe pas de demi-enfant, on ne peut pas être mère seulement de temps en temps. Paige s'est rendu compte que, même si elle aimait Ron, rester dans ce mariage signifierait renoncer à quelque chose qu'elle considérait comme essentiel. C'est pourquoi, après 2 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer. La relation s'est terminée de manière relativement amicale et Paige a poursuivi sa vie à la recherche de la famille qu'elle avait toujours rêvé de fonder. Peu de temps après, elle a rencontré Rob Dixon. Rob venait d'une famille riche et était vu comme un homme d'affaires prospère. Il disait vouloir des enfants, ce qui a tout de suite attiré l'attention de Paige, n'est-ce pas? Ils ont commencé à sortir ensemble, se sont mariés en 98 et ont déménagé à Grand Junction, 1998. En très peu de temps, la vie dont Paige rêvait a commencé à prendre forme. En 2001, seulement 3 ans après leur mariage, elle et Rob avaient déjà 3 enfants. Ils n'ont vraiment pas traîné, hein? La famille vivait dans une immense maison, une propriété de 3 étages, avec amplement d'espace pour les enfants et tout ce qui, de l'extérieur, faisait paraître leur vie parfaite. Rob avait de grosses voitures de sport et tu sais, il aimait exhiber sa richesse. Ils avaient de l'argent, un manoir, 3 enfants et une image. Celle d'une famille réussie. C'était presque comme une publicité pour la margarine, tu vois? Sauf que derrière la grande maison, les voitures tapent à l'œil, le mariage n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. Tu vas voir.
Rob avait des accès d'agressivité et leur relation est devenue de plus en plus instable. En même temps, certains de ses investissements ont mal tourné et il a perdu pas mal d'argent. La fortune qui soutenait le train de vie de la famille a commencé à disparaître. Les factures continuaient d'arriver. L'hypothèque de la maison était très élevée. Et les voitures et les dépenses, qui semblaient auparavant faciles à assumer, ont commencé à devenir un énorme fardeau financier. Plutôt que de laisser Rob gérer seul, Paige a retroussé ses manches et s'est mise sérieusement au travail. Et quand je dis travailler, ce n'était pas juste un petit boulot occasionnel. Paige a créé différentes sources de revenus. Elle organisait des cours de danse pour les petits-enfants, préparait des spectacles et allait même jusqu'à confectionner les costumes portés par ses élèves. Elle vendait aussi des produits liés à la maternité et a rejoint Pampered Chef, une entreprise de vente du type Herbalife, tu vois. Mais celle-ci était spécialisée dans les ustensiles de cuisine. C'est ce genre d'événement où une personne invite ses amis pour cuisiner et finalement tout le monde achète des ustensiles et accessoires de cuisine. Paige était charismatique, savait parler aux gens et était une excellente vendeuse. Elle a si bien réussi qu'elle est devenue l'une des principales représentantes de l'entreprise et a gagné un voyage aux Caraïbes en récompense, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aurais aimé. Elle participait aussi à des groupes de mamans, organisait des événements et s'est forgé une excellente réputation à Grand-Junction. Pour la communauté, Paige était une femme d'affaires travailleuse, une mère très présente et une femme capable de gérer plusieurs activités en même temps. Mais à la maison, la tension avec Rob continuait de monter, vous imaginez bien. En 2004, Paige a appelé les services d'urgence pendant une dispute. Pendant la dispute, Rob aurait dit que, lorsqu'elle rentrerait à la maison, elle trouverait ses propres enfants morts. 911, quelle est votre urgence? Mon mari et moi nous sommes disputés. Il devait surveiller mes enfants pendant que je travaillais, mais il a menacé que je rentrerais et les trouverais tous assassinés. À l'arrivée de la police, ils ont tous assuré que la dispute était finie et Rob n'a pas été arrêté alors. Mais imaginez entendre une menace pareille venant de la personne qui est censée s'occuper de vos enfants. Même si quelqu'un dit avoir parlé sous le coup de la colère, comment une mère peut-elle oublier cela? L'année suivante, Paige a encore appelé la police. Cette fois, elle a dit que Rob l'avait agressée alors qu'elle tenait leur plus jeune fils dans les bras. Rob a été arrêté et accusé d'agression, de maltraitance d'enfants et de violence domestique. Il a toujours nié avoir frappé Paige et disait qu'elle inventait une histoire pour lui nuire lors d'une future bataille pour la garde des enfants. Au final, il a conclu un accord et a plaidé coupable pour une accusation mineure de harcèlement. Il a suivi un programme imposé par la justice et l'affaire a finalement été classée. Mais le mariage était déjà détruit à ce moment-là, n'est-ce pas? En 2006, Paige et Rob ont divorcé. Rob a quitté le Colorado et a déménagé dans la région de Philadelphie, sur la côte est des États-Unis. Paige a obtenu la garde des 3 enfants et a conclu un accord pour rester dans la maison où les enfants étaient nés et avaient grandi. Elle ne voulait pas les arracher au seul foyer qu'ils connaissaient, surtout après tous les bouleversements causés par la séparation, n'est-ce pas? Mais rester dans cette maison signifiait prendre en charge des mensualités d'environ $6 000 par mois, soit à peu près 31 000 réés. Regarde, en se basant uniquement sur les cours de danse et la vente des ustensiles de cuisine, il semblait presque impossible que Paige puisse maintenir ce niveau de vie. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle y arrivait. Les mensualités continuaient d'être payées. Les enfants restaient dans la maison. Et, selon des personnes proches, il semblait que Paige ne faisait pas que survivre financièrement. Elle gagnait pas mal d'argent, assez pour économiser et dépenser sans compter, tu vois. Gardez bien cette information, car dans un instant, vous allez comprendre d'où venait une partie de cet argent. Malgré les difficultés, en 2007, Paige semblait entrer dans une très bonne période. Elle était indépendante, ses affaires marchaient bien et ses enfants restaient le centre de sa vie. Et c'est justement à cette période qu'une personne de son passé est réapparue, Ron Bagler, son premier mari. Ils ne s'étaient jamais quittés en ennemis. Le mariage s'était terminé principalement parce qu'ils voulaient des avenirs différents, pas parce qu'ils avaient cessé de s'aimer. Maintenant, environ 10 ans plus tard, beaucoup de choses avaient changé, n'est-ce pas? Paige avait déjà les enfants qu'elle avait toujours voulu, elle était de nouveau divorcée et elle et Ron ont commencé à se rapprocher à nouveau. Le seul problème, c'était la distance. Paige vivait à Grand-Junction, tandis que Ron habitait dans la région de Denver, à plus de 4 heures de route. C'est pourquoi, le 28 juin 2007, un jeudi, ils ont décidé de se retrouver à Eagle, une petite ville qui se trouvait à peu près à mi-chemin. Paige a laissé ses enfants sous la garde de la nourrice, qui vivait avec la famille, et elle a pris la route. Elle et Ron ont pique-niqué près de la rivière, discuté et passé quelques heures ensemble. La rencontre s'est bien déroulée.
À la fin de la journée, ils se sont dit au revoir et chacun a pris la route vers sa propre ville. Lorsque Ron est arrivé près de Denver, Paige a appelé pour vérifier s'il était bien arrivé. Les registres montraient qu'à ce moment-là, elle était aussi déjà à quelques kilomètres de Grand Junction. Paige a dit qu'elle rappellerait une fois arrivée chez elle. Mais ce deuxième appel n'a jamais eu lieu. Tu vois. Le lendemain, Ron a tenté de joindre Paige, mais son portable allait directement sur la messagerie. Ron a rappelé encore et encore, il a envoyé quelques messages, il a attendu quelques heures, mais toute la journée s'est écoulée sans aucune réponse. Le samedi matin, presque 2 jours après le pique-nique, Ron a décidé d'appeler le téléphone fixe de la maison. C'est la nounou qui a répondu. C'est alors qu'il a découvert que Paige n'était jamais rentrée à la maison jeudi. La nounou était confuse et inquiète. Elle savait que Paige pouvait rentrer tard à cause du travail, mais il n'était pas normal qu'elle disparaisse pendant 2 jours, sans même téléphoner pour savoir comment allaient ses enfants. Ron a contacté la police et a également prévenu Frank, le père de Paige. L'enquête a commencé en s'intéressant aux personnes les plus proches. Ron avait été la dernière personne à avoir vu Paige, il est donc naturellement devenu l'un des premiers suspects. Mais il a collaboré avec la police. Les appels passés depuis le téléphone de Paige provenaient de la région de Denver, ce qui montrait que Ron se trouvait à environ 4 heures de route lorsqu'elle a disparu. Il a donc été écarté comme suspect. Ensuite, l'attention s'est tournée vers Rob Dixon. Le deuxième ex-mari avait eu une relation tumultueuse avec Paige. Il avait été accusé d'agression et avait même menacé ses propres enfants. Dès qu'il a appris la disparition de Paige, Rob est allé au Colorado pour aider aux recherches et s'occuper des enfants. Mais sa venue a aussi suscité de la méfiance. Toujours la même histoire, non? Le meurtrier aime revenir sur la scène du crime. Encore une fois, écoutons l'avis de notre panel. C'est une affaire très difficile et, évidemment, il s'agit manifestement d'une affaire criminelle. Ça me fait peur de savoir que ces jeunes enfants de 8, 7 et 3 ans sont avec un homme qui a des antécédents de violence, surtout de violence contre leur mère. Elle a disparu. Il y a beaucoup de questions sans réponse ici et très peu de réponses. Mais les enquêteurs ont confirmé qu'il était à Philadelphie. Les relevés téléphoniques et d'autres preuves montraient que Rob ne pouvait pas être à Grand Junction. Malgré tout ce qui s'était passé dans le mariage, il a également été écarté comme suspect. Dans la nuit du 1er juillet, une femme qui passait par un parking vide a passé un appel au service d'urgence. Il y avait une voiture en feu. Lorsque les pompiers ont maîtrisé les flammes, ils ont découvert que cette Ford Focus rouge appartenait à Paige. L'incendie avait été provoqué intentionnellement. Pour les enquêteurs, cela avait une fonction très claire. Détruire les empreintes digitales, les cheveux, les fibres, le sang, l'ADN ou toute autre trace laissée par la personne qui avait conduit la voiture, n'est-ce pas? Et il y avait un autre détail effrayant. Paige mesurait seulement environ 1,63 m, mais le siège du conducteur était complètement reculé. Dans cette position, elle pouvait à peine atteindre les pédales. Cela indiquait qu'une personne très grande avait conduit le véhicule avant qu'il ne soit incendié. Malgré la destruction, les experts ont retrouvé l'agenda de Paige à l'intérieur de la voiture. Il était endommagé par le feu, mais on pouvait voir que 4 dates avaient été arrachées. 26, 27, 28, 29 juin. Précisément les jours proches de la disparition. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était écrit là? Un rendez-vous? Une adresse? Le nom de quelqu'un qu'elle devait rencontrer cette nuit-là? La personne qui a incendié la voiture semblait vouloir éliminer non seulement les preuves matérielles, mais aussi tout registre qui aurait pu révéler ses derniers déplacements. La découverte a officiellement transformé la disparition en une probable enquête pour enlèvement et homicide. Des centaines d'habitants se sont portés volontaires pour participer aux recherches. La mobilisation a été énorme. Quelques jours après, une conductrice s'est arrêtée sur la route 50 pour changer un pneu et a trouvé, sur la bande d'arrêt d'urgence, un carnet de chèques de Paige. Dès lors, de nouveaux objets sont apparus le long de la route. Des documents, des cartes, des papiers, du matériel de son entreprise. Une chaussure à talons hauts ont été retrouvées éparpillées ainsi sur environ 20 km. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité que Paige ait été emmenée vivante sur cette route et qu'elle ait jeté ses affaires par la fenêtre, essayant ainsi de laisser une piste pour la police. Imagine seulement le désespoir de cette femme, enfermée dans sa propre voiture sans savoir où on l'emmenait, cherchant n'importe quel moyen d'indiquer le chemin. Mais parmi ces objets, il y avait une carte qui ne correspondait pas à l'image que tout le monde avait de Paige. Regardez, la carte appartenait à une entreprise appelée Models Incorporated. Au début, le nom évoquait une agence de mannequins. Mais lorsque la police a examiné l'ordinateur de Paige, les enquêteurs ont découvert que Paige, la mère dévouée, professeure de danse, vendeuse d'articles de cuisine et femme d'affaires respectée de Grand Junction,
mener une vie complètement différente. C'est bien ça, mes amis. Paige travaillait comme escorte sous le nom de Carrie. Personne dans sa famille ne connaissait cette vie secrète et ils ont tous été pris par surprise. Mais, curieusement, Ron et Rob, qui étaient ses ex-maris, savaient qu'elle se prostituait. Elle le leur avait dit. Dans son annonce sur le site, elle se présentait comme une escorte de luxe et facturait de 1000 ou 1200 $ à 2000 ou 2500 $ par rendez-vous. Au cours de la dernière année, elle avait gagné environ 400 000 $, soit environ 2 millions de réés en travaillant dans ce métier. Et voilà, c'était l'explication de comment elle avait réussi à maintenir son train de vie élevé. Les cours de danse et les produits de cuisine aidaient, mais c'était l'affaire secrète qui permettait à Paige de payer une hypothèque de 6 000 $ par mois, vous savez, et de garder ses enfants dans la maison où ils avaient grandi. Mais cette découverte n'a pas seulement expliqué l'origine de l'argent. Elle a ouvert une longue liste de suspects potentiels, car Paige rencontrait des hommes qu'elle ne connaissait souvent pas, seuls, dans des endroits privés et sans aucune structure de sécurité. C'était une profession qui la plaçait objectivement dans une situation de vulnérabilité face aux clients mal intentionnés. Le jour de la disparition, Paige avait reçu plusieurs appels sur le téléphone utilisé par Models Incorporated. La police a commencé par se concentrer sur au moins 7 hommes qui avaient appelé peu de temps avant sa disparition. En élargissant l'enquête, plus de 60 clients et contacts ont fini par attirer l'attention des enquêteurs. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, car plusieurs de ces hommes étaient mariés, utilisaient de faux noms ou faisaient tout pour cacher qu'ils connaissaient Paige. Mais cette révélation a aussi eu un autre effet. La même ville qui s'était mobilisée pour retrouver une mère disparue a commencé à la juger. Le nombre de bénévoles a diminué. Des commentaires ont surgi, questionnant l'utilisation de fonds publics pour rechercher une prostituée. Certaines personnes ont commencé à imaginer qu'elle s'était enfuie avec un client riche et avait abandonné ses enfants. Écoutez les amis, son père, Frank, n'acceptait pas cela. Il aurait pu être choqué par la vie secrète de sa fille, mais il connaissait Paige et savait qu'elle n'abandonnerait jamais ses enfants. Si Paige avait disparu, c'est parce que quelqu'un lui avait fait quelque chose. J'ai dit, si elle a disparu, tu es impliqué dans un crime. Elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Pendant que les enquêteurs éliminèrent les clients, un nom a commencé à se démarquer. Lester Ralph Jones. Lester, alors âgé de 55 ans, était mécanicien de caravanes et camping-car. L'établissement où il travaillait se trouvait pratiquement en face du parking où la voiture a été incendiée. Il était également extrêmement grand, mesurant environ 1,95 m, ce qui correspondait à la position reculée du siège dans sa voiture. Lester n'était pas qu'un nom dans l'annuaire. Il avait un passé troublant. Vous verrez, des années plus tôt, il avait été marié à Lisa Nance. Quand Lisa a décidé de le quitter et de commencer à sortir avec un autre homme, Lester s'est mis à la harceler. Une fois, il a suivi sa voiture, ce qui a provoqué une course-poursuite à grande vitesse. Il a percuté le véhicule et a tiré sur son nouveau petit ami. L'homme a survécu de justesse. Quelques semaines plus tard, Lester a fait irruption chez Lisa, l'a kidnappée et lui a dit qu'il la tuerait et jetterait son corps dans le lac. Lisa a réussi à le tromper et à s'échapper lorsqu'il s'est arrêté dans un motel. Lester a été condamné et a passé des années en prison. Maintenant, des années plus tard, il était de nouveau lié à la disparition d'une autre femme. Tu peux y croire? Lester avait aussi un lien avec Rob Dixon. Il connaissait Rob et il a reconnu Paige comme son ex-femme lorsqu'il a fait appel à ses services pour la première fois. Elle a été très dérangée, n'est-ce pas, de tomber sur ce client qu'elle connaissait déjà, mais elle a quand même accepté le rendez-vous. Quand il a demandé à revoir Paige, elle a refusé. La police a également découvert que le téléphone prépayé avait passé 5 appels au numéro de Paige. L'appareil avait été activé la veille au matin de la disparition. Lester a nié avoir acheté ou utilisé un téléphone de ce type. Les enquêteurs ont fouillé sa maison et son lieu de travail. Dans une poubelle, ils ont trouvé l'emballage d'un téléphone prépayé. En utilisant les informations de la boîte, ils sont arrivés dans un magasin Walmart à Grand Junction. Et lorsqu'ils ont demandé les images des caméras de sécurité, qui est apparu en train d'acheter le téléphone? Lester Jones. Même face aux images, il a continué à tout nier. Lester a été interrogé pendant des heures. Il a donné ses empreintes digitales, fourni un échantillon d'ADN et permis que ses véhicules soient examinés. La police a également trouvé des numéros d'escorte notés, des préservatifs, du Viagra, des perruques pour hommes et d'autres objets étranges dans son espace de travail. Des chiens renifleurs ont détecté l'odeur de Lester dans la voiture de Paige, mais il n'y avait ni sang, ni ADN, ni empreinte digitale prouvant qu'il l'avait enlevé ou tué.
et il n'y avait pas de corps. Sans corps, le parquet avait peur de présenter une affaire basée uniquement sur des circonstances. Lester avait menti à propos du téléphone. Il avait un lien avec Paige. Il travaillait à côté de l'endroit où la voiture a été incendiée. Il était capable de conduire ce véhicule et avait des antécédents d'enlèvement et de violence envers les femmes. Mais un soupçon, aussi fort soit-il, n'est pas la même chose qu'une preuve. Peu de temps après les interrogatoires, la policière a appelé Lester pour l'informer que ses véhicules avaient déjà été examinés et qu'il pouvait les récupérer. Mais il semble que Lester ait mal compris et ait répondu d'une manière qui a complètement déconcerté les enquêteurs. Il a dit « Tu me demandes où j'enterrerai un corps ? Ton corps ?» La policière a dit ne pas avoir posé la question. Lester a répété la phrase, puis s'est tu. Monsieur Jones ? Oui, monsieur. Art Smith du bureau du shérif à l'atelier. Je vous informe que les voitures sont prêtes pour vous et votre épouse. Vous m'avez demandé où enterrer le corps, monsieur Jones. Je ne vous suis pas. Vous m'avez demandé où j'enterrerai le corps, quand? Je t'ai demandé ça. Calme-toi. Monsieur Jones, vous êtes là? À ce moment-là, personne n'avait retrouvé Paige. La police ne savait même pas si elle avait vraiment été tuée, encore moins enterrée. Alors, pourquoi a-t-il dit ça, hein? L'appel était extrêmement suspect, mais ce n'était pas encore un aveu. Sa femme a dit qu'il avait pris des somnifères et qu'il n'allait pas bien. Sans preuve matérielle, il est resté en liberté. Les mois sont devenus des années. La presse a perdu tout intérêt et l'affaire s'est enlisée. Le père de Paige est même allé jusqu'à déménager à Grand Junction. Il a dépensé une partie de ses économies en offrant une récompense de 15 000 $ pour toute information. Il a continué à chercher sa fille, même lorsque presque tout le monde avait déjà abandonné. 5 ans se sont écoulés sans aucune réponse. Jusqu'au 6 mars 2012, lorsque des randonneurs dans une région proche de la route 50 ont découvert des restes humains. L'endroit se trouvait dans la même direction que celle où les affaires de Paige avaient été jetées le long de la route. Les enquêteurs ont récupéré un crâne, des os et un morceau de ruban adhésif. Le ruban était placé autour de la région du crâne et de la mâchoire, indiquant que la victime avait probablement été ligotée et bâillonnée. Certains os présentèrent des fractures. Mais, après tant d'années exposées aux intempéries, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude quand toutes ces blessures étaient survenues, ni d'établir officiellement la cause exacte du décès. Les dossiers dentaires et, plus tard, les analyses ADN ont confirmé ce que la famille redoutait. Les restes appartenaient à Paige. Elle n'était pas partie avec l'homme riche, elle n'avait pas abandonné ses enfants. Paige a probablement été enlevée, ligotée, emmenée sur la route 50 et brutalement tuée. La théorie selon laquelle elle aurait jeté ses objets par la fenêtre pour marquer le chemin est devenue encore plus plausible et avait encore plus de sens. Avec la localisation du corps, l'affaire a pris un nouvel élan. Une équipe spécialisée dans les affaires classées a réexaminé les documents, les enregistrements, les relevés téléphoniques et tout le matériel recueilli en 2007. Et l'une des preuves réexaminées était justement cet appel où Lester, sans qu'on lui demande, a parlé de l'endroit où il enterrerait le corps. Même ainsi, il n'existait toujours aucune preuve matérielle reliant Lester au reste mortel. Aucune trace d'ADN, pas de sang, il n'y avait aucun témoin ayant assisté à l'enlèvement. L'affaire continuait à être construite comme un immense puzzle de preuves circonstancielles. Cependant, lorsque toutes les pièces étaient réunies, les enquêteurs pensaient que tout pointait vers une seule personne. En novembre 2014, plus de 7 ans après la disparition, Lester Ralph Jones a été arrêté et accusé d'enlèvement et de meurtre. C'est donc avec satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer que nous avons arrêté Lester Jones pour l'enlèvement et le meurtre de Paige Birkfeld. Ceci est une affaire de 2007 du commissariat du comté de Mesa. Le premier procès a commencé en juillet 2016. L'accusation a présenté le téléphone prépayé, les images du Walmart et l'emplacement du travail de Lester, la voiture brûlée et les chiens renifleurs, les mensonges pendant les interrogatoires et son passé violent. La défense, en revanche, soutenait qu'aucune de ces preuves ne prouvait que Lester avait commis ce crime en particulier. Paige avait des dizaines de clients. Il n'y avait pas d'ADN de Lester sur le corps. Il n'y avait aucun enregistrement montrant l'enlèvement. Il n'y avait pas d'arme du crime. Et la cause du décès ne pouvait même pas être déterminée. Après des semaines de témoignages, les jurés n'ont pas réussi à parvenir à une décision unanime. 9 croyaient à la culpabilité, 3 à l'innocence. Pour ce type de crime, le verdict doit être unanime. Donc, le juge a déclaré le procès nul.
Lester n'a pas été acquitté, mais il n'a pas non plus été condamné. Le parquet a décidé de réessayer. Environ 10 semaines plus tard, en novembre 2016, le deuxième procès a commencé. Cette fois, les procureurs ont réorganisé l'affaire et présenté de nouvelles preuves. Des caméras de surveillance de l'immeuble où Paige recevait ses clients. Les images montrèrent la Ford Focus rouge de Paige garée devant l'immeuble. Une Chevrolet Impala blanche est apparue en train de tourner plusieurs fois sur le parking. La voiture est passée devant l'endroit, est revenue et s'est approchée du véhicule de Paige. À 4 moments différents, son téléphone a sonné. Et les appels coïncidaient avec ceux passés depuis le téléphone prépayé acheté par Lester. L'Impala faisait partie des voitures de Lester. Les images ne montrèrent pas Lester sortir de la voiture ou attaquer Paige, mais elles montraient le véhicule rôder autour du bureau, précisément au moment où le téléphone qu'il avait acheté l'appelait. Cela a montré qu'il essayait de fixer un nouveau rendez-vous et qu'il était proche d'elle la nuit de la disparition. Le parquet a présenté la séquence complète. Lester connaissait Paige. Elle ne voulait plus le recevoir. Il a acheté un téléphone jetable, un téléphone utilisé uniquement pour entrer en contact avec elle. La voiture qui rôdait autour du bureau pendant que les appels étaient au passé. Son travail se trouvait à côté de l'endroit où la Ford Focus a été incendiée. Il avait la taille compatible avec la position du siège. Son odeur a été détectée à l'intérieur du véhicule. Il a menti à propos de l'achat de l'appareil et lors d'une simple conversation sur la restitution des voitures, il a commencé à parler d'enterrer un corps. Serait-il possible que toutes ces coïncidences désignent un homme innocent? Cette fois, le jury n'a eu aucun doute. Lester Ralph Jones a été reconnu coupable de meurtre et d'enlèvement. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé Lester Ralph Jones coupable du chef d'accusation numéro 1 meurtre au premier degré. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé Lester Ralph Jones coupable du chef d'accusation numéro 3 enlèvement au deuxième degré. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Presque 10 ans après la disparition de Paige, l'homme désigné comme responsable de sa mort était enfin, vous voyez, derrière les barreaux. Après la disparition, la garde des enfants a finalement été confiée à Rob Dixon. Les parents de Paige ont essayé d'obtenir la garde, mais la justice a décidé que les enfants devaient rester avec leur père. L'affaire de Paige est troublante pour plusieurs raisons. Elle menait une double vie et avait choisi une source de revenus qui la mettait dans des situations dangereuses. Recevoir des hommes inconnus seuls chez elle, dans des véhicules ou des pièces privées, augmentait clairement sa vulnérabilité. Et l'un de ces hommes n'a apparemment pas accepté d'être rejeté. Mais reconnaître qu'un choix a augmenté le risque ne signifie pas transférer à Paige la responsabilité du crime. Même si je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle ait choisi de vendre son corps pour de l'argent, la responsabilité appartient à l'homme qui l'a poursuivi, enlevé et tué. J'espère qu'il souffre en prison jusqu'au jour où il devra descendre, assis sur les genoux du diable. Voilà, qu'avez-vous pensé de cette affaire? C'est étrange, non? Laissez déjà votre commentaire ici, mettez un like, profitez-en pour partager avec ceux qui aiment des histoires vraiment folles. Partagez tout de suite, d'accord? Restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt! Max, attention, tu vas tout faire tomber. C'est fini, Max a failli tout renverser. Oui, parce qu'il a la tête sous le truc.